Nous sommes à Centrale Nantes, et plus particulièrement au LS2N, Laboratoire des sciences du numérique de Nantes. Nous allons visiter la plateforme BMEV, un banc d'expérimentation de moteurs électriques, présenté par Robert Boiliveau, ingénieur CNRS au LS2N. Bonjour et bienvenue. BMEV, c'est un banc d'essai de moteurs électriques dédié aux véhicules électriques. Si je vous présente tout de suite ce moteur électrique qui est dans un véhicule, donc ce n'est pas énorme vu la capacité qu'il est capable d'avoir pour déplacer un véhicule. Donc, bon, c'est pas un scoop, les véhicules électriques, ça existe, ça roule, ça se vend. Donc pourquoi réaliser un banc d'expérimentation destiné à faire des essais sur ces moteurs-là? D'abord, je vais placer l'environnement local. Une équipe de recherche au laboratoire qui est spécialisée dans la commande de systèmes dynamiques complexes. L'objectif de la commande, c'est de permettre à un système complexe d'arriver à ses objectifs, malgré la complexité du système, malgré des perturbations, malgré un contexte qui peut éventuellement réduire les capacités du système. Et puis, deuxième temps, on a ici une longue expérience dans l'expérimentation des machines électriques. Ça fait certainement plus de 20 ans qu'on travaille sur des systèmes comme celui-là. On reçoit régulièrement des équipes de recherche externes, nationales, internationales. On a eu l'occasion de recevoir des Mexicains, des Brésiliens, des Slovaques. Donc le constructeur Renault s'est allié avec Centrale Nantes pour proposer une chaire d'abord sur 5 ans, destinée à améliorer les performances de la propulsion électrique des véhicules automobiles. 3 axes, dont un qui nous intéresse plus personnellement ici, c'est la commande robuste et sans capteur. Je vais revenir dessus. Les effectifs qui ont été renforcés par des enseignants-chercheurs locaux, des professeurs invités, des ingénieurs. Les principaux objectifs, c'est la réalisation de thèses. Normalement, il y en a 6 de prévus. Je crois qu'il y en a au moins 3 qui sont déjà soutenus et 2 qui sont en cours de finition. À côté de ça, une création d'un master international. Et donc, parmi ces objectifs, c'est la réalisation de 2 bancs expérimentaux académiques dans un environnement étudiant. Des spécifications ont été réalisées avec l'industriel et nous-mêmes, qui a abouti à un cahier des charges. Après, on a fait une démarche de marché public et retenu un prestataire. Qu'est-ce qu'on trouve au sein d'un véhicule électrique? Une source d'énergie électrique, évidemment. C'est la batterie. C'est une grosse pile. Et puis, donc, la propulsion est assurée par un moteur électrique qui va entraîner les roues. Et donc, on va voir qu'il y a aussi un certain nombre d'autres éléments pour que tout ça fonctionne correctement. Je vais faire un petit rappel. Comment fonctionne un moteur électrique? On va utiliser ce qu'on appelle les champs magnétiques. En fin de compte, on n'utilise pas des aimants pour créer ces champs magnétiques. On va utiliser ce qu'on appelle une bobine. Ça, c'est du fil électrique du cuivre. On fait passer un courant à l'intérieur de cette bobine et on crée un champ magnétique. Donc, c'est le principe de base. Qu'est-ce qu'on va trouver sur un moteur? Un stateur, une partie fixe, et une partie tournante qu'on appelle le rotor. Comment fonctionne ce moteur? On a une bobine qu'on va faire tourner, qu'on va polariser, c'est-à-dire lui donner un sens de champ magnétique. Et donc ça, c'est avec la partie qui va tourner. Au niveau du stator, on a 3 bobinages par lesquels on va faire passer du courant de telle façon, comme je vais l'expliquer dans le slide d'après, on va faire tourner ce qu'on appelle le champ, de telle façon à ce que le rotor soit entraîné à suivre ce champ tournant. Alors, donc on retrouve notre moteur, donc les trois bobinages qui sont reliés entre eux, et donc on a 3 points d'entrée. On a notre bobine au niveau du rotor, qui est, elle, polarisée en plus, en moins.
Donc je reviens sur la batterie. Donc la batterie, c'est une pile. C'est une pile avec un plus et un moins. Le courant part du plus et va se orienter vers le moins. Pour attaquer, si on peut dire, le moteur, on dispose de ce qu'on appelle d'un onduleur. L'onduleur, c'est 3 bras identiques qui sont réalisés à partir de transistors de puissance qui interagissent comme des interrupteurs. Donc chaque bras est composé de 2 interrupteurs qui s'ouvrent et se ferment d'une façon qu'on va voir un petit peu après. Donc le principe, évidemment, c'est de jamais fermer les 2 interrupteurs en même temps, sinon on fait un court-circuit. Dans cette configuration, donc, le courant passe par cet interrupteur qui est fermé, arrive dans cette bobine, traverse le moteur et rejoint l'autre bobine pour arriver jusqu'au moins. Ainsi, on a polarisé ces 2 bobines et ainsi de suite au niveau de la 3e. Et on va faire en sorte, en manipulant convenablement les interrupteurs, que le champ tourne, passe d'une bobine à l'autre. Et ainsi de suite. Ainsi, on va générer un champ qu'on appelle tournant et qui va faire effectivement tourner notre moteur. Donc on voit les commutateurs qui sont fermés et à tour de rôle pour générer entre guillemets ce champ tournant. Donc en fin de compte, par cette commutation, on génère des tensions qui sont positives, négatives, les unes par rapport aux autres. Et le fait d'alimenter ce qu'on appelle des bobines ici, on obtient en fin de compte des courants sinusoïdaux, puisque la bobine va lisser la forme de la tension, et ainsi on obtient des courants, ce qu'on appelle sinusoïdaux. C'est un peu le réseau, il est fait de courants sinusoïdaux. Et ainsi, on va générer donc des champs tournants qui vont faire tourner notre moteur. Le principe très général, si on veut augmenter la vitesse ou ralentir le moteur, on va jouer sur la fréquence de ces signaux. On veut aller plus vite, on augmente la fréquence, on veut ralentir, on réduit la fréquence. Si on veut accélérer, c'est demander de l'effort du couple à notre moteur, on va augmenter l'amplitude. Si on veut ralentir, on va plutôt diminuer. Si on veut réduire le couple, on va plutôt diminuer l'amplitude. Donc ça, c'est le fonctionnement global, très simplifié du moteur. Donc on retrouve l'environnement de notre véhicule, le conducteur, la charge éventuelle plus ou moins chargée de nos bagages, et puis la voiture est confrontée à une route, ça monte, ça descend, et ainsi de suite. Donc pour simuler tout cet environnement du conducteur, de la charge, de la route, on a ce qu'on appelle un moteur de charge. C'est le moteur qui est placé ici. Et entre les deux, mécaniquement, on a un réducteur de vitesse. Ainsi, les 2 moteurs, l'un en face de l'autre, ne vont pas tourner à la même vitesse. Sachez qu'au sein des véhicules électriques, il y a des réducteurs. Et on reconfigure un peu cette situation-là par ce réducteur-là. Évidemment, dans le véhicule, il est moins gros. Donc là, on a un réducteur de 3, c'est-à-dire que, mettons, si notre moteur tourne à 3000 tours d'un côté, celui-là va tourner à 1000. A l'inverse, le couple généré par notre moteur est 3 fois moindre que celui qui est en face. Bon, j'en profite, puisqu'on parle de couple. Ici, on a un couple mètre, donc c'est un des capteurs, je reviendrai après dessus, qui est entre les 2 moteurs qui sont là. Je reviens un instant sur notre moteur de charge. Pour le piloter, on a ce qu'on appelle un variateur. Il se trouve derrière moi, à l'intérieur des armoires. Et on a ce qu'on appelle, pour accompagner, si on peut dire, les moteurs, on a de la ventilation. Je vous rappelle que lorsqu'on fait passer du courant électrique dans un fil, il chauffe. Donc tous les moteurs chauffent et c'est important de les refroidir. Donc on a ce qu'on appelle une ventilation forcée. Donc c'est un petit moteur qui va entraîner donc, ce brassement d'air. Idem sur le moteur du véhicule. Si vous ouvrez le capot, vous verrez qu'il y a ce type de ventilateur pour refroidir notre moteur. Je continue maintenant sur les différents éléments qui vont, entre guillemets, aider à savoir ce qui se passe au niveau de nos moteurs. On a besoin, le conducteur, entre autres, a besoin de connaître la vitesse.
la moindre des choses. Mais pour nous, on a besoin d'abord de la position de l'axe du moteur. Deux types de capteurs. Ici, un codeur incrémental. Donc le codeur incrémental, c'est un système qui va nous permettre de connaître la position parce qu'il génère ce qu'on appelle des impulsions. Et deux types d'impulsions qui sont déphasées dans un sens, enfin déphasées dans un certain sens lorsqu'on tourne dans un sens et déphasées autrement lorsque le moteur tourne dans l'autre sens. Ça permet de quantifier donc l'écart en position et ça permet de connaître le sens de rotation. Tout ça, c'est transmis à un calculateur. Le calculateur a une horloge, donc c'est facile pour le calculateur. Un écart de position pendant un certain temps, on en déduit la vitesse. En termes mathématiques, on fait la dérivée. Autre capteur, celui qui est installé en usine au sein du moteur de la Zoé, c'est ce qu'on appelle un résolveur. Le principe du résolveur, c'est qu'on génère une tension sinusoïdale à l'entrée et en retour, selon la position du rotor, on a ce type de signaux qui sont déphasés et ainsi on appelle ce qu'on appelle une position absolue de l'axe. C'est important ce terme de position absolue parce que si vous vous rappelez un peu le fonctionnement du moteur, on a besoin de connaître la position du champ magnétique et cette position absolue va nous garantir de cette position-là. En complément du dispositif de capteur, on a ce qu'on appelle un capteur de courant. Donc le principe, c'est une espèce de grosse bague. On fait passer un fil à l'intérieur, le courant passe. On a derrière un signal qui est proportionnel au courant qui passe. On a besoin de connaître la température, hein, c'est important. Et éventuellement, donc comme je l'ai montré tout à l'heure, un couplemètre. Pour superviser l'ensemble de notre banc, on a ce qu'on appelle un automate. Alors, encore une fois, l'automate, c'est un petit calculateur qui est avec des modules qui vont nous permettre de surveiller ce qui se passe au niveau de... Ça n'a pas une fonction majeure, si on peut dire, au niveau du banc, de fonctionnement. Par contre, il va surveiller et nous permettre d'éviter certaines boulettes. Ça va nous permettre de surveiller la température des moteurs, les excès de courant, les excès de vitesse et ainsi de suite. Donc, encore une fois, c'est un petit calculateur avec des modules. Donc, on a une console qui va nous permettre de demander de mettre sous tension les différents éléments. Et on a un superviseur sur un écran, un PC, qui va nous donner les informations qui nous proviennent de l'automate. Donc, l'automate, il utilise les différents capteurs. Il a un certain nombre de possibilités d'intervention et ça permet à l'utilisateur, à l'expérimentateur, de voir ce qui se passe, quoi. Donc cet automate, il se trouve aussi dans cette armoire-là. Maintenant, on va arriver au cœur de notre vie, si on peut dire. C'est le système qu'on appelle ici temps réel, qui a un véritable calculateur très performant. Donc c'est un boîtier multicarte, donc avec une carte calculateur et un certain nombre de cartes électroniques d'interface qui vont nous permettre à la fois de générer les signaux MLI dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais aussi de récupérer les informations qui proviennent des capteurs, de générer la tension pour le résolveur et ainsi de suite. Donc un coffret multicarte. À l'intérieur, on a un bus qui permet à différentes cartes d'échanger entre elles. Et puis, les cartes d'interface vont pouvoir générer notre signal MLI, récupérer les différentes informations de courant, de position, ainsi de suite. De plus, par rapport à l'utilisateur va pouvoir interroger ce dispositif et visualiser les différentes variables qui tournent au sein de ce dispositif. De même, on va pouvoir modifier des paramètres ou des informations qui tournent à l'intérieur du programme qui est là. Donc là, on a affaire à un dispositif très performant. On travaille à des périodes d'échantillonnage de l'ordre de 100 microsecondes. Alors qu'il y a beaucoup de calculs
dans nos programmes. Comment travaille-t-on pour élaborer une commande pertinente et robuste? On utilise des équations différentielles autour d'abord des équations mécaniques, parce qu'on a quand même un système mécanique, notre moteur qu'on pilote, le réducteur, la charge, et là, on utilise les paramètres, les variables mécaniques, la vitesse, le couple, l'inertie, les frottements, surtout à l'intérieur du réducteur. C'est un dispositif électrique, donc on a aussi des équations électriques, des tensions, des courants, résistance, inductance, ainsi de suite. Et pour fonctionner dans un meilleur environnement, on a aussi des transformations, puisque de manipuler des variables sinusoïdales, ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile. Donc on a des transformations mathématiques, je ne m'attarde pas sur le sujet. En fin de compte, on obtient, avec tous ces éléments-là, ce qu'on appelle un modèle d'état, qui représente un comportement simplifié du système. C'est-à-dire que globalement, on a quand même une bonne représentation du fonctionnement de notre moteur et de son environnement, mais dans certaines phases, ce modèle-là n'est peut-être pas aussi performant que ça. Mais enfin bon, ça permet quand même de développer un certain nombre d'éléments, de développer une commande qu'on va un peu affiner au fur et à mesure de l'expérimentation. À côté de ça, on est aussi capable de faire ce qu'on appelle des observateurs, qui sont en fin de compte des capteurs logiciels. C'est-à-dire que la performance, c'est par des calculs, en connaissant donc notre modèle, en connaissant les entrées qui sont envoyées vers notre moteur, avec les mesures du style capteur de courant, on va être capable de générer ce qu'on appelle un état observé, qu'on va pouvoir comparer éventuellement avec notre modèle d'état, et c'est surtout de se passer de certains capteurs, comme par exemple le couplemètre, qui est un élément important pour notre environnement, mais qui coûte cher et qui peut être fragile, surtout dans un véhicule. Donc, on souhaite s'en passer. De même pour le capteur de position. Les capteurs de position, c'est un système, il y a une partie mécanique qui peut présenter une certaine fragilité et un coût. L'idéal, c'est de s'en passer. Ces deux objectifs-là, c'est quelque chose d'assez primordial à l'heure actuelle. Comment travaille-t-on maintenant dans l'environnement de programmation? On utilise un peu un standard, MATLAB Simulink, un standard au niveau des universités, et aussi beaucoup utilisé dans le monde industriel. Donc, notre modèle, on va le programmer dans l'environnement de simulation, et on va commencer à prédisposer un programme de commande de ce modèle-là. L'intérêt de notre environnement, c'est que quand on va passer en expérimentation sur vraiment le banc expérimental, on va garder ce même programme de commande à l'identique, pas de reprogrammation, et via des interfaces électroniques appropriées, on va piloter le banc expérimental. Voilà. Donc là, le pupitre de commande, l'interface de supervision. Je ne sais pas si j'avais bu, mais bon, j'espère que ça va aller. Donc on retrouve l'interface où on visualise un peu tout l'environnement. On voit, je ne sais pas si on le voit beaucoup, le moteur tourne. Ici, la visualisation des paramètres. Là pareil, on ne le voit pas très bien, mais on a les deux observateurs de couple, ici programmés ici, qui nous permettent de commencer, via des observateurs, le suivi du couple au niveau de notre moteur. Parallèlement, sur notre banc, on enregistre les données du couplemètre qui vont nous permettre de comparer ce que nous fournit notre observateur et ce que nous fournit la véritable valeur du couplemètre. La supervision, donc on a plusieurs planches de visualisation. Là, on a une représentation de notre banc avec les différentes valeurs qui tournent au sein de notre environnement. Donc voilà, pour conclure, on a ici un dispositif industriel dans un environnement académique, l'école centrale. Grâce à des premiers résultats encourageants, le dispositif est maintenant validé par notre industriel. Les chercheurs et les doctorants sont à pied d'œuvre pour valider les algorithmes d'observation, position, couple. Et on va passer, donc, est en train de passer par une validation expérimentale qui est valorisant pour nos chercheurs. C'est aussi
indispensables avant l'intégration dans les véhicules pour nos industriels, qu'on va accompagner pour leur montrer le protocole de réglage des paramètres. Il va de soi que la même commande et le même observateur au sein du véhicule, on va devoir modifier très légèrement les réglages qui sont liés à notre environnement. Suite à des échanges devant le banc avec nos partenaires, des perspectives d'évolution sont envisagées. Donc c'est quand même intéressant. On va, en fin de compte, vers un véhicule de plus en plus fiable et intelligent au service du conducteur. C'est un moteur Renault ? Donc effectivement, c'est bien un véhicule qui nous a été confié par Renault. Le sigle qui est là en atteste. C'est certainement pas le dernier modèle qui est en ce moment intégré dans les véhicules. Je pense que d'ici relativement peu de temps, on pourra, lorsqu'on aura validé complètement notre dispositif, échanger le moteur qui est là. C'est prévu au niveau du mécanisme mécanique. Si je rappelle, donc la batterie, c'est une grosse pile, une tension continue. Il va de soi qu'on n'en a pas directement ici. On va utiliser le réseau électrique courant dans les entreprises. Et à l'intérieur, on va utiliser un variateur qui va nous générer une tension continue qui est variable. On va simuler une batterie. Sachez qu'une batterie, elle n'est pas éternellement à sa tension constante. Au fur et à mesure de son utilisation, la tension va décroître. Et pour X raisons, si éventuellement il y a des modules de la batterie qui tombent en panne, on peut imaginer, dans ces cas-là, on est aussi capable de générer des tensions plus basses, tout en permettant le fonctionnement correct de notre moteur et ainsi du véhicule. Donc le courant, par contre, lui, les tensions qui alimentent notre moteur, ce sont des tensions alternatives, comme j'ai montré tout à l'heure. Ici, c'est l'alimentation, donc sur 2 fils seulement, de la partie tournante, le rotor, qui a un seul bobinage, qui est toujours polarisé dans le même sens. Alors les pompes, elles sont là, les 2 pompes qui sont là, ce sont des pompes à la fois qui vont injecter de l'huile au niveau de notre réducteur. Les réducteurs, c'est des engrenages mécaniques qui vont frotter les uns contre les autres. Ça va chauffer et donc il faut refroidir une pompe d'injection et une pompe d'aspiration. C'est l'automate qui va nous permettre de vérifier et d'assurer le bon fonctionnement de ce système de refroidissement. Là, donc, on a de circulation de l'huile et on a aussi des mesures des capteurs de température. C'est important de surveiller la température de l'huile au-delà si ça arrivait, si au-delà d'une certaine température, on arrête le banc évidemment. Encore une fois, l'automate est là pour superviser un certain nombre d'informations qui nous garantissent qu'on ne va pas aller au-delà des performances du banc. Donc l'autre moteur qui est là, c'est lui qui va simuler l'environnement du véhicule, la route qui monte, qui descend, et ainsi de suite. On va pouvoir demander à ce moteur-là de faire croire à notre moteur de véhicule qu'il est dans un environnement routier avec des montées, des descentes, des trottoirs, éventuellement, ainsi de suite. Et transmettre un peu la volonté, entre guillemets, de ce que veut le conducteur quand il veut accélérer, décélérer, ainsi de suite. Cette visite est maintenant terminée. Merci aux équipes qui ont permis sa réalisation. Merci de votre attention et à bientôt.